Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Tiens, c'est quoi? Ah ouais, tout en haut. On est tout en haut. Ah, c'est ça, c'est le classement. On est premier. On est premier de l'Est. Ça fait plaisir quand même. Eh, c'est quand la dernière fois. Ça remonte, hein. Ça commence à remonter, hein. Bah justement, 4-0, comme il y a 4 ans, en 2021, pour débuter la saison. Belle victoire des Bulls mercredi soir face aux Kings, avec le retour pour la première fois au United Center de Zach LaVine depuis qu'on l'avait tradé en février. On avait joué les Kings genre 2 semaines avant, donc du coup, et on avait joué les Kings à Sacramento ensuite, après le trade, mais c'est la première fois qu'il revenait au United Center, avec petite vidéo hommage méritée pour Zach LaVine, hein, parce que mine de rien, il est quand même le sixième meilleur marqueur de l'histoire des Bulls. Il n'y a que 6 joueurs dans l'histoire de la franchise qui ont inscrit 10 000 points ou plus pour cette équipe des Bulls, et Zach LaVine fait partie de cette liste. Il est le premier de la franchise au nombre de 3 points inscrits. Il est troisième à la moyenne de points par match derrière Michael Jordan et DeRozan. Il est 12e meilleur passeur. Il a été 2 fois All-Star, etc. Donc, quand même pas mal pour un simple dunker spectaculaire comme il était annoncé à son arrivée. Donc, grosse euh, euh, vidéo hommage pour Zach LaVine qui le mérite, hein, après toutes les saisons qu'il a fait chez nous. Et il a quand même, mine de rien, tenté tout ce qu'il pouvait pour essayer un peu de gâcher la fête et nous empêcher de faire ce 4-0 que bah, il a rarement su faire, mine de rien, quand lui était là, hein. On a rarement sorti des 4-0 quand il était là. Et donc là, il a sorti un gros match avec 30 points, 12 sur 19 au shoot, des 3 points, des dunks surpuissants avec des démarrages à 200 à l'heure sur son premier pas, comme il nous a montré tant et tant de fois quand il avait le maillot des Bulls sur lui. Donc du Zach Lavine dans le texte en attaque, mais aussi du Zach Lavine dans le texte en défense. Et on a plutôt bien exploité ça d'ailleurs, parce que quand tu regardes le 5 de départ des Kings, tu vois Schroeder, tu vois Westbrook, tu vois Zach Lavine, tu vois DeMar DeRozan autour de Sabonis, et tu te dis, le premier truc que tu te dis, c'est, il n'y a pas beaucoup de taille, il n'y a pas beaucoup de top défense quand même. Il y a moyen d'exploiter certains trucs là. Il y a des match-ups où tu peux te faire plaisir, et c'est exactement ce qu'on a fait dès le début de match. Tu as vu Matas faire des post-ups sur DeRozan, tu as vu euh, même Okoro partir en drive devant Zach Lavine parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas toi qui va m'arrêter, mon coco. Euh, des cuts dans le dos de Zach Lavine, pareil avec Guidi, avec Matas Bouzelis, etc. Euh, voilà, on a pris un très bon début de match en exploitant les failles défensives des Kings. Et, euh, et voilà, Matas a été très bon à ce niveau-là. Il a mis un N1 devant Sabonis, il a mis un 3 points. Euh, Beaucoup d'activité, beaucoup de mouvements loin du ballon, des cuts, ça part dans le dos. C'était vraiment un excellent début de match de la part des Bulls. On reviendra sur la prestation de Matas Bouzelis qui était excellente. Et pas que lui, on reviendra sur tout ça après. Mais voilà, on débute le match vraiment de très bonne manière. On mène 24-12 au bout de 5-6 minutes. Et t'as l'impression que sans forcer plus que ça, tu vois. Et pendant ce temps-là, les Kings balance des briques à 3 points et ils débutent à 0 sur 6 derrière l'arc. T'as l'impression qu'ils sont pas foutus de faire grand chose. Et puis petit à petit, ils vont eux aussi exploiter certaines failles défensives de notre côté, notamment sur les pick and roll où on met du temps à s'ajuster, on est un peu en retard, on lutte pas forcément bien sous les screens, on laisse des espaces. Sabonis met plusieurs paniers près du cercle, et puis après, c'est Malik Monk qui va exploiter plusieurs transitions parce qu'on perd des ballons à la con. Et du coup, les Kings prennent confiance comme ça, et ils vont même passer devant euh, rapidement dans le deuxième quart-temps, alors que donc on menait de 12 points, et c'est même eux qui vont mener de 12 points dans le deuxième quart-temps avec donc Malik Monk, avec aussi Zach Lavine qui à ce moment-là va mettre plusieurs paniers euh, importants pour son équipe, avec un gros 3 points, avec un gros dunk dans le trafic, avec des bonnes passes aussi pour ses coéquipiers en transition. T'as aussi DeRozan qui va chercher des mid-range et des lancers francs comme à son habitude. Donc il y a eu un gros swing dans le deuxième quart-temps où voilà, on avait 12 points d'avance au milieu du premier et on a 12 points de retard au milieu du deuxième, et tu te dis mais qu'est-ce qu'on fout quoi? C'est les Kings, c'est les Kings. Comment on peut se faire exploiter autant à ce moment-là? Et il faut attendre, surtout qu'en plus le banc pour une fois n'a pas franchement un gros impact dès son entrée en jeu.
Il y a quelques paniers de Kevin Huerter, mais à part ça, ça n'a pas le même impact que sur les matchs précédents, pas autant. Et du coup, bah voilà, les Kings sont devant. Et il faut attendre les dernières minutes avant la mi-temps pour qu'on commence à lancer un petit run et revenir au score. Et ça passe par la défense. C'est la défense qui vraiment lance le run des Bulls avec des meilleurs contests, avec voilà, les mains plus actives pour essayer justement de se créer des transitions. Et de l'autre côté, plus d'attaque du cercle, plus de cuts, plus de mouvements. On voit un bon and one de Josh Giddey qui va jusqu'au cercle et qui met un spin move. On voit Matas qui part ligne de fond dans le dos de Zach LaVine et qui va claquer un dunk. Et ce même Matas Bouzelis va claquer 2 paniers à 3 points au tout début du troisième quart-temps pour vraiment relancer les Bulls, les mettre devant au score. Et comme face à Atlanta 2 jours avant, c'est vraiment dans le troisième quart-temps qu'on va prendre les choses en main, prendre les devants au score et, euh, et vraiment faire la différence. Et on se rappelle que l'an dernier, c'était souvent un problème, les troisièmes quart-temps. Tu revenais du vestiaire et tu voyais les mecs endormis, les 5 premières minutes, il se passait rien. Il y avait plus de défense, les mecs ils partaient au cercle dans ton dos et les mecs ils bougeaient plus. Là, ça fait 2 matchs de suite. Le troisième quart-temps, c'est vraiment le tournant pour nous, mais dans le bon sens, où on revient, on est agressif, on met de l'énergie, on met de l'intensité. Là, on a un peu plus impliqué Vucevic dans les pick and roll parce qu'il avait que 3 points à la pause. Et là, tu l'impliques un peu plus. Il a des bons flotteurs et hooks près du cercle. Josh Giddey et Trey Jones se relaient à la création et tu vois beaucoup de bonnes choses. On voit aussi de hustle play de l'autre côté. On sécurise les rebonds pour empêcher qu'il y ait des secondes chances pour les Kings. Et d'ailleurs, c'est le premier match cette saison. Donc c'était le 4e match, mais c'est la première fois que on termine le match en ayant pris plus de tirs que l'adversaire. Et c'est un truc sur lequel Billy Donovan était revenu dans le Media Day, où il disait l'an dernier, on concédait 4-5 shoots de plus que ce qu'on prenait. Parce qu'on laissait trop de rebonds offensifs, parce qu'on perdait des ballons, donc il y avait des possessions en plus pour l'équipe adverse. Et là, le match face aux Kings, c'est le premier match cette saison où on finit avec plus de tirs que l'adversaire, parce que justement, on a limité les secondes chances à l'adversaire, on a limité les pertes de balles, et du coup, les Kings avaient moins de possession que nous, ont pris moins de shoots que nous, et du coup, ça nous a permis aussi de mieux gérer la fin de match, quoi. Parce que donc, dans le troisième quart-temps, on a pris l'ascendant, et le quatrième, ça a été plus de la gestion et pour éviter de se faire peur et les laisser revenir. Au contraire, on a augmenté notre avance, on a pris jusqu'à 17 points d'avance, et les benchers, là, pour le coup, ont été beaucoup plus efficaces. Kevin Huerter, qui sort un vrai début de saison de bonhomme, il jouait contre ses 2 anciennes équipes, Atlanta et les Kings, mais bon, même les matchs d'avant contre Détroit et Orlando, il a été très bon. Mais voilà, là, je pense qu'il a pris un malin plaisir à taper les Kings, comme il l'avait déjà fait quand on était allé là-bas au mois de mars dans la saison précédente. Là, il termine avec 18 points, 6 sur 8 au shoot. Plus, comme je le dis plusieurs fois, Kevin Huerter, c'est pas juste un shooter. Il a souvent cette étiquette de mec voilà, qui est juste là pour entrer des shoots. Mais on se rend pas compte. Le mec fait des hustle plays, lutte sous les screens, va lutter au rebond, etc. Fait des bons box-out. Les petits trucs qui apparaissent pas forcément dans le box score à la fin du match, mais il fait le taf à ce niveau-là aussi, Kevin Huerter, donc il fait plaisir. Et son début de saison est vraiment intéressant pour ça. Et donc du coup, il aide sa nouvelle équipe à battre son ancienne équipe 126-113. Et donc voilà, on débute la saison 4-0, comme en 2021, quand on avait Demar et Zach LaVine dans notre équipe. Et, euh, et là, voilà, on continue sur cette lancée d'avoir le collectif qui brille, qui est vraiment notre point fort, parce qu'on a encore 6 joueurs à au moins 10 points. On avait 6 contre Détroit, 7 à Orlando, 8 contre Atlanta. Là, on en a 6, plus 3 autres qui sont à 9 points. Donc voilà, c'est quand même très fort. On réalise un season high avec 34 passes décisives pour 49 paniers. D'ailleurs, on tourne à 30,5 passes décisives sur 4 matchs depuis le début de la saison. On est deuxième de la ligue au nombre de passes décisives, ce qui est quand même extrêmement intéressant. On a shooté à 53,8% sur ce match-là, à 43,8% à 3 points, avec un volume intéressant. Donc voilà, on a soigné nos stats offensives face à une équipe qui est quand même très perméable défensivement, encore plus quand Keegan Murray est absent pour de nombreuses semaines. Donc voilà, on a soigné nos stats, ça fait plein de perfs individuels de qualité en plus à mettre en avant. On a parlé de Kevin Huerter,
mais le reste du banc a été solide avec 9 points chacun pour Ayo, pour Patrick Williams que j'ai trouvé parfois brouillon mais agressif. Il avait envie de se montrer, il a pris des initiatives en attaque. C'était pas toujours très très bien réalisé, mais au moins voilà, il tente et c'est ce que tu veux voir de sa part. Et son début de saison à lui aussi est plutôt intéressant. Jalen Smith, 10 points, 5 sur 9. Il a eu ses moments plutôt bien inspirés et puis d'autres qui étaient quand même franchement brouillons. Encore une fois, c'est pas la meilleure sélection de shoot, hein, surtout quand il est loin du cercle, alors qu'il est beaucoup plus efficace de près. On l'a vu dans le quatrième quart-temps quand Josh Giddey joue un pick and roll et le trouve pour un énorme dunk. Voilà, là, c'est ce qu'il sait faire. Et voilà, c'est une question de faire les bons choix quand t'as la balle. Mais voilà, c'était un match ok, un match pas terrible, un match pas. Voilà, c'est un peu les montagnes russes en ce moment de Jalen Smith. On peut pas dire qu'il crève l'écran plus que ça en l'absence de Zach Collins, mais voilà, on a besoin de lui, on a besoin qu'il produise en l'absence de Collins. Donc voilà, il a pris des bons rebonds offensifs notamment, mais c'est vrai qu'en termes de sélection de shoot, etc., il y a encore des trucs un peu à progresser de la part de Jalen Smith. Okoro, c'est pas encore la folie, mais on voit du mieux. Et lui aussi, il a profité de la faible défense en face pour aller attaquer le cercle un petit peu. Donc ça, c'était pas trop mal. Il s'est pas trop fait bousculer, hein, il s'est pas fait contrer au cercle comme on a vu en début de saison contre les Pistons, qui ont quand même une défense un peu plus solide. Vooch a encore fait un match plutôt efficace, 13 points, 14 rebonds, 7 passes décisives. Trey Jones, 11 points, 5 sur 6 au shoot, 5 passes décisives. Donc voilà, tu as quand même deux mecs avec Vooch et Jones. Tu sais que chaque soir, ils vont produire et que ça va être assez efficace, quoi. C'est pas le genre de mec à faire du 3 sur 12 au shoot, quoi. Voilà. Ils sont propres, ils font ce qu'il faut, ils font le taf. Et c'est quand même assez efficace à chaque fois. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Josh Giddey, 20 points à 7 sur 14, avec des attaques du cercle où on l'a vu finir en spin move, on l'a vu mettre des flotteurs. Il a mis un 3 points avec la planche totalement improbable aussi à un moment en fin de possession. Il a aussi pris 8 rebonds, il a fait 12 passes décisives et un somptueux plus 24 au plus minus. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir parce qu'il s'est impliqué défensivement aussi, il a fait des bons contests, il avait les mains actives pour gêner les drives adverses. Donc un, un match dans l'ensemble vraiment vraiment intéressant. Quelques balles perdues, mais bon, voilà, on le dit à chaque fois, quand tu joues à un rythme aussi effréné, voilà, tu as forcément des moments où c'est un peu plus compliqué pour être. Voilà, il y a forcément du déchet à un moment donné, donc ça arrive, c'est comme ça. Et puis Matas Bouzelis. Ah, Matas Bouzelis, 27 points, 11 sur 18, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et des highlights de plus dans la collection parce qu'il en a encore sorti quelques-uns qui sont assez propres, hein, des post-ups sur Demar, des finger rolls près du cercle et tout, ça a été top. Et puis, une confiance et une tranquillité qui font quand même plaisir. On l'a vu attaquer le cercle et voilà, il a démontré toute la qualité de son handle aussi pour euh, se débarrasser de ses adversaires en 1 contre 1. Et puis voilà, des dunks puissants sur des cuts, des lay-ups en déséquilibre, des finger rolls, comme je disais. Il y a juste un moment où, bizarrement, euh, dans le troisième quart-temps, il a hésité à prendre un shoot. Il se retrouve tout seul à 3 points, parce qu'il y a une bonne circulation de balles, les rotations pas bien assurées en défense. Il est tout seul derrière les lignes à 3 points. Et tu le vois, il hésite. Parce qu'à ce moment-là du match, il est à 4 sur 4 à 3 points. Et en fait, t'as l'impression qu'il se dit hey, j'ai pas envie d'en louper un. Est-ce que je prends un 3 points au risque de louper? Là, je suis à 100%, j'ai pas envie de le louper. Et tu vois, il hésite, il fait un pas en arrière. Et puis finalement, il le prend parce que personne vient faire le close-out, donc il le prend et il le loupe. Alors que s'il l'avait enchaîné, tu vois, j'attrape la balle, je suis tout seul, catch and shoot, boum, peut-être qu'il l'aurait mis. Mais là, il a tellement tergiversé, il a tellement hésité, c'est peut-être pour ça qu'il l'a loupé aussi. Peut-être qu'il l'aurait loupé quand même, mais là, tu vois, quand tu es ouvert comme ça, faut pas chercher, faut pas penser au stade, faut pas, tu vois. Et là, il a eu ce moment d'hésitation qui fait que, alors que bah, il aurait tout simplement pas dû, quoi. Et, euh, et je pense que ça a contribué au fait qu'il ait loupé ce shoot-là. Alors que s'il avait juste pris, peut-être qu'il l'aurait mis, il aurait été à 5 sur 5 à 3 points et il aurait enchaîné, quoi. Bon, au final, il l'a loupé, mais c'est pas grave. C'est juste que, voilà, quand t'es comme ça et que t'es méga ouvert comme il l'a été, ça doit être automatique. Boum, je dégaine et c'est. Après, il arrive ce qu'il arrive, mais
Là, je pense qu'il a trop pensé à ses pourcentages, au fait qu'il était à 4 sur 4, etc. Et que voilà, il se disait, je voulais pas le louper. Et puis au final, il l'a loupé. Donc c'est toujours un. Mais voilà, pas d'hésitation la prochaine fois et tout ira bien. Mais voilà, encore, à part ce moment-là, son match est encore une fois excellent. Et qu'est-ce que tu veux dire, quand tes jeunes jouent comme ça, bah, ça fait tellement, tellement plaisir. Et voilà, on est à 4-0. On a le banc qui est hyper productif. On a les vétérans qui tournent. On a les jeunes qui se montrent. Tout va bien. Quasiment tous les signaux sont ouverts pour cette équipe. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme ça. Là, ce soir, on reçoit les Knicks pour tenter le 5-0. Et ce serait seulement la troisième fois dans l'histoire de la franchise qu'on débuterait par un 5-0. Les deux fois précédentes, donc il y a le 5-0 pour débuter la saison 95-96. Et on finit champion, c'est la saison où on fait 72 victoires, 10 défaites. Et la saison suivante, la saison 96-97, où on commence par 12-0. Bon là, ça va être compliqué de faire 12-0. Mais si on bat les Knicks cette nuit et qu'on est à 5-0, on est dans le top 3 des meilleurs départs de la franchise dans l'histoire. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs fois 4-0, comme on l'a dit, hein, là, cette année, et puis en 2021 aussi, et puis d'autres fois. Mais si on démarre 5-0, c'est tout simplement dans le top 3 des meilleurs départs de l'histoire de la franchise. Donc il faut battre les Knicks cette nuit. C'est un match qui compte pour la NBA Cup, qui débute donc ce soir. Donc on aura notre nouveau parquet gris, que je trouve plutôt sympa, qui défonce moins les yeux que le parquet rouge qu'on avait l'an dernier, par exemple. Et on a le maillot Statement avec les pinstripes en rouge cette nuit. Donc, maillot en noir, pinstripes rouge sur parquet gris. Il va y avoir un effet rétro plutôt intéressant, un peu comme Brooklyn il y a un an ou deux, pareil. Mais ça peut être plutôt sympa. Et comme, encore une fois, ça va moins défoncer les yeux que le maillot, que le parquet rouge de l'an dernier. Sachant que moi, j'y avais été au United Center avec ce parquet rouge. Quand tu es dans la salle, c'est moins agressif que quand tu regardes euh, sur le League Pass ou à la télé. C'est quand même moins violent. Mais bon, ça va être sympa. Toujours est-il que voilà, les Knicks en plus ont quelques joueurs potentiellement absents comme Robinson, comme Towns, comme Yabusele qui sont incertains. Euh, les Knicks sont à 2-2 depuis le début de saison. Nous, bah, voilà, on est sur cette dynamique de ce 4-0, on est en pleine confiance. Donc voilà, ça, si on débute par 5-0, on est champion. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait 5-0 pour débuter une saison NBA, on était champion NBA. Donc voilà, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Si on est à 5-0 cette nuit, on finit avec le titre. Voilà, la septième bannière à la fin de la saison. Ou le début de saison prochaine. Donc voilà, c'est comme ça. Euh, on aura aussi les Knicks dimanche au Madison Square Garden. Ensuite, on a Philadelphie mardi, qui est l'autre équipe invaincue de la conférence Est. Donc si, imagine, mardi, on a un Bulls Sixers mardi et les deux équipes sont encore invaincues. Ce serait quand même assez fort. Ce serait très très bon. On n'en est pas encore là. On va déjà essayer d'essayer de battre les Knicks cette nuit. Essayer de faire 5-0, bien débuter la NBA Cup. Et puis on va savoir, peut-être que un petit parcours en NBA Cup, ce serait pas dégueulasse, ma foi. Hein. Si on peut essayer de gratter ça, ce sera toujours ça le prix. Hein. Mais enfin bref, voilà, on va se concentrer sur ce soir et on verra bien ce que ça donne. Essayer de poursuivre l'invincibilité le plus longtemps possible et, euh, et voilà, juste continuer à se régaler devant cette équipe parce que voilà, elle nous montre tellement de bonnes choses. Collectivement, individuellement, les mecs qu'on veut voir y répondent. Euh, donc voilà, juste continuer de kiffer et puis ben, maintenir cette série le plus longtemps possible. Donc je sais pas si je pourrais faire une vidéo après ce match-là. Peut-être que ce sera après les deux matchs contre New York. On verra bien. Mais en attendant, bah voilà, continuons de kiffer tout simplement et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.